Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Cours, Forrest, cours! Hasta la vista, baby. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Paroles de Cinéphile. Je suis ravi de vous accueillir dans votre émission d'actualité des films en salle, dans le Frame Club Junior à la présentation. Nous sommes ensemble pendant plus ou moins 20 minutes pour vous donner un maximum d'indices qui vous serviront à résoudre l'énigme suivante. Quel long métrage mérite de se laisser embarquer dans une aventure aussi trépidante que celle qui exigerait l'usage d'une manette de console de jeu? Pour répondre à cette question, il me fallait autour de la table un gamer, passionné de ciné, pour critiquer le film au programme. Ça tombe bien, Victor est à mes côtés. Salut Victor. Salut. Il est critique cinéma sur le site senscritique.com. Au menu de ce 13e podcast de Paroles de Cinéphile, avec cette intro, vous l'aurez compris, on va parler du nouveau Steven Spielberg, Ready Player One. 2 mois à peine après le très plan-plan Pentagon Papers, va-t-on retrouver le grand Spielberg ou au contraire, ce film est-il aussi anecdotique que Cheval de guerre? La réponse à cette question et à bien d'autres, juste après cet extrait. Come with me. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Go, go, go! I just came here to escape. But I found something much bigger than myself. I found my friends. What up, Z? I found love. And now, people have lost their lives. No. This is war. We're in control of the future. Find him. Ready Player One en salle donc depuis le 28 mars dernier, au casting Ty Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg entre autres. C'est l'adaptation du roman Player One d'Ernest Cline, réalisé par Spielberg. Donc on est en 2045. Le monde est proche du chaos, les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, c'est un univers virtuel mis au point par le brillant James Hallyday, rien à voir avec Johnny. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer sa colossale fortune à celui qui découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'Hallyday a pris le soin de cacher dans l'Oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais quand un jeune garçon, Wade Waits, qui n'a absolument pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle, à la fois mystérieux et inquiétant. Question simple pour commencer, Victor. Ready Player One était-il pour toi époustouflant ou clairement épuisant? Il était époustouflant sur bien des aspects. C'est une véritable fraîcheur dans le blockbuster actuel. Je trouve que, en termes de technologie, c'était très très innovant, très très joli. On n'avait pas vu ça depuis Avatar pour moi. Je trouve que ça dénote totalement, surtout que maintenant on est très très habitué aux effets technologiques, avec les Marvel, etc. Et là pour le coup, il l'utilise dans un aspect totalement différent, à savoir que la technologie est utilisée pour mettre en scène un univers, l'univers du jeu vidéo. Et qui d'autre que Spielberg pour faire ça, parce qu'il faut savoir que Spielberg est un très gros gamer, il adore le jeu vidéo, et il le fait avec merveille aujourd'hui. C'est vrai qu'il a visé juste avec ce film-là, c'est fou parce que je me suis dit, cet écart aussi réduit de 2 sorties depuis Pentagon Papers et maintenant, donc après un film assez plan-plan, assez classique, assez académique, il revient avec un truc beaucoup plus tonitruant, beaucoup plus proche de ce qu'il avait pu faire en termes de film familial, on pourrait dire, et je trouve qu'il frappe fort. J'ai lu beaucoup de critiques qui expliquaient que c'était son meilleur film depuis 7 ans, et il faut remonter à 7 ans plus tôt, c'était Tintin, les aventures de Tintin, et c'est vrai que l'aventure est là, que l'immersion est là, que la virtuosité est là, que vraiment c'est solide, c'est rythmé, on s'ennuie pas une seconde, même si rien n'est parfait.
la place de ce Ready Player One dans la filmographie, je pense, de Spielberg va peser. Et j'ai trouvé ça vraiment assez agréable, divertissant, il remplit pleinement sa mission. Et vraiment, on s'ennuie pas. Ça dure 2h20, j'ai rien vu passer. On va égrener, passer en revue ce film. J'ai pas non plus tout aimé, on va y revenir. Parce que déjà, le héros et cette folle, donc Wade Wait, c'est cette folle intro. Est-ce que pour toi, c'est. Déjà, on va la décrire, cette course. Et est-ce que pour toi, c'est le passage le plus fort du film où finalement, même si ça commence extrêmement fort, le meilleur est quand même à venir derrière? C'est effectivement le passage le plus fort du film. Mais je pense que Spielberg avait au moins besoin de ça pour faire taire toutes les critiques au début du film. Parce qu'il a été très très décrié du fait que c'est une avalanche de pop culture et que les 3/4 des critiques décriaient ça comme étant le seul argument du film. Mais c'est bien plus que ça. Parce que c'est Spielberg derrière la caméra. Et comme tu l'as dit, quand il se met autant en valeur et qu'il s'implique dans un projet, ça fait longtemps, donc depuis Tintin, on voit que c'est quand même le maître à bord et qu'il sait manier la caméra. Il sait nous impliquer dans une action, il sait faire des plans magnifiques, là je pense notamment au magnifique plan séquence de la course. Et non, c'est pas le point faible du film parce que certes il commence comme ça, mais par la suite dans le film, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des moments qui nous montrent que c'est pas une belle exposition pour ensuite faire une longue pente descendante vers un film bateau. Tout est stylé dans ce film. Clairement. Avec le héros et ça, donc Percival, je sais pas comment on prononce. Voilà, à l'anglaise. Percival, en fait, sa force déjà, il a un look un peu comme ça, avec ses taches bleues qui parcourent son visage, c'est marrant, ça m'a très rappelé, manga, je trouve. Ouais, ça fait très manga justement, le style. La forme de l'eau aussi pour les lumières sur le visage. C'est ça, et les cheveux gris un peu. Ce personnage-là, comment tu l'as trouvé, toi? Je parle de l'avatar et non de Wade Waits dont on va parler après. Cette espèce de Marty McFly justement en puissance, t'a plu? Esthétiquement, pas du tout. Ah, c'est un des gros points faibles du film. Je trouve que dans l'univers du film, il y a tellement de personnages qui dénotent, tellement de références comme des personnages de jeux récents comme Overwatch ou Batman, le Joker ou encore Beetlejuice. Oui. Je trouve que son design est trop simple. Trop simple. Il est embarqué dans un univers et il n'en sort pas. Il est noyé par l'océan de pop culture. Et c'est pareil pour quasiment tous les personnages du film, à part H, qui je trouve a un design assez sympa. Non, du coup, c'est celui qui nous aide à rentrer dans le film, mais je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque un élément qui fait qu'on le retiendra. H, qui justement dans le film est en fait une espèce de grand colosse. Pour donner une idée aux gamers, parmi les plus gamers d'entre vous, c'est un peu comme Kratos, une espèce de... Oui, c'est ça, avec un petit côté mécanique aussi, surtout au niveau du torse. Alors tu parles du fait d'être noyé sous la pop culture, c'est intéressant, il faut citer des exemples pour nos auditeurs. Moi je te dis vraiment de tête comme ça, Beetlejuice, le géant de fer surtout, oui, qui est marquant, le T-Rex, le dinosaure de Jurassic Park, Godzilla, Chucky, Shining et des millions d'autres. King Kong qui comme ça fourmille dans le film, et c'est l'une des forces d'ailleurs, c'est que c'est un univers qui est foisonnant, quoi. On n'en voit jamais justement la fin et c'est extrêmement puissant, ce qui est démontré maintenant. Il faut progresser dans ce jeu, il y a un but, un objectif. Est-ce que l'idée des énigmes et de l'obtention de ces clés qui amènent Percival en tête, est-ce que pour toi ça t'a plu ou est-ce que c'est pas le plus intéressant et on décroche? J'ai trouvé ça intéressant parce que ça part de l'aspect premier du jeu vidéo, à savoir remplir une quête en plusieurs étapes. Et donc c'était un petit clin d'œil sympa, mais on voit que le cinéma prend le dessus, parce que toutes ces références à la pop culture, aux jeux vidéo et au cinéma, ce ne sont que des clés, des petits indices qui permettent d'avancer dans un récit qui est quand même bien ancré, bien ficelé. Bon, il y a quelques faiblesses dans le scénario, mais dans l'idée générale, c'est un beau scénario c'est un beau film en 3 actes, qui se passe tranquillement avec des péripéties. C'est vraiment un schéma actentiel classique, mais qui fait le taf. Et ce qui est pop culture et la quête des 3 clés, pour moi, sont la façon la plus simple d'arriver à la fin du film. Alors on a un monde noyé dans des espèces de bidonvilles, on est dans les années 2040, 2045 comme je disais en intro, et justement, est-ce que toi ça t'a marqué, qu'est-ce que tu retiens de cette exposition-là entre quelque part les très riches, donc incarnés par le méchant dans le film, et les pauvres qui vivent dans des espèces de bidonvilles comme ça entassés et qui n'ont que comme échappatoire ces casques VR en fait. Toi, est-ce que ça t'a marqué cette représentation-là?
Pour le coup, au début du film, oui, parce qu'il y a un certain regard qui se pose sur la vie et sur le problème de la réalité virtuelle. Mais au fur et à mesure du film, je trouve que c'est quand même assez effacé par l'entrée dans l'Oasis. On développe plus ou moins la famille du héros, et elle s'efface au fur et à mesure du film. Il y a une scène très forte. Comme s'ils s'en foutaient d'ailleurs. Oui, voilà, il y a une scène très forte dans le film, et au final, on n'en retire rien, et on le retient pas. Je pense que même au casting, enfin au générique de fin, les personnages sont à peine montrés. C'est pas le but du film. Je pense que Spielberg s'est perdu à ce moment-là entre faire une critique du monde et du monde en devenir, et son côté vouloir faire un film sur le jeu vidéo. Oui, et il s'en fout de la chronique familiale, puisque le héros n'a pas de père, pas de mère, et ce ne sont pas d'ailleurs les seuls êtres qui la perdent, sans spoiler, mais qui puis l'évacuent encore, finalement, et ouais, je suis assez d'accord avec toi, moi ça m'a quand même interpellé, mais on n'est pas dans Hunger Games, il aurait pu aller un peu plus loin dans la tension, la friction et la rébellion sous-jacente qui se prépare et qui est prête à détrôner en fait le riche qui est en place. J'oublie son nom, tu m'excuseras, je l'ai pas noté. Nolan. Voilà, lui, on souhaite le détrôner, on souhaite faire tomber IOI. Oui, bien sûr. Et finalement, ce combat est permanent du début à la fin du film, mais il aurait pu être beaucoup plus, il arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. C'est pendant tout le film, on sait qu'il y a une rébellion, que IOI c'est la grande société comme la Weyland dans Alien ou d'autres. Mais c'est vrai que, hormis la grosse séquence de fin, donc la troisième partie du film, on voit pas de rebelles. Chacun joue son jeu pour un jeu qui est censé être multijoueur, chacun joue de son côté, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et il faut qu'il y ait un gros déclic pour qu'ils se rendent compte que, évidemment, faut aller tuer le méchant, quoi. Dans le film, le héros Escatongu, il s'en sort aisément, ou au contraire, les obstacles qu'il rencontre sont dépeints de façon suffisamment passionnante pour nous garder 2h20. Certes, c'est passionnant, parce que chaque épreuve ajoute son lot de difficultés et son lot d'innovations techniques, etc. Mais le film commence à un moment où le personnage principal, donc Percival, et c'est déjà il travaille déjà là-dessus depuis un certain moment. Et donc on le voit réussir, il n'y a aucun échec dans le film. Il n'y a pas la quête du héros à savoir tomber pour mieux se relever, pour citer Batman. Référence ultime. C'est ça, surtout que le personnage s'appelle Nolan. Oui. Bon, voilà. Petit clin d'œil. C'est ça, mais du coup, j'aurais bien aimé que le film commence peut-être 10-15 minutes avant, pour nous faire un peu plus d'exposition et à savoir comment il a galéré pour en arriver là. Parce que quand il nous explique les solutions aux énigmes, pour trouver les clés, il arrive, il nous dit un tel rapporte à un tel, donc si on pense à ça, ça arrive à ça, et bim, il trouve la solution. C'est un peu trop facile. Mais dès la 15e minute, juste après cette course folle, quand tout le monde se fait avoir au départ, et qu'il lui découvre la faille pour passer ce niveau et obtenir la première clé, c'était grossier, quoi. Oui, bien sûr. C'est clairement le genre de truc qu'il aurait pu trouver dès le début. Et puis je pense même au moment où il va dans les archives de la mémoire de Hallyday, clairement cette scène-là c'est juste de l'exposition pour nous montrer comment ça fonctionne et comment il va trouver les clés. Parce que lui, on nous le dit clairement, il arrive ici, mais c'est la 35 millième fois qu'il va écouter les archives parce qu'il cherche la solution à fond. Et l'archiviste, le conservateur qui l'accueille, en a ras-le-bol d'ailleurs, il dit « Oh, vous allez visionner pour la 35e fois ». Donc il y a deux mondes, il y a le monde réel et ce monde fictif, donc ils ont des avatars, et ils ne se sont jamais rencontrés dans le monde réel, comme par hasard. Ça fait partie de ce que tu viens d'exposer, et ce que je viens de dire, de ce qui m'emmerde, c'est ces espèces d'effets de manche et de ces facilités. C'est-à-dire comme par hasard, il faut attendre d'avoir cette guerre viscérale contre Nolan pour qu'ils se rencontrent. Moi je m'en serais passé, est-ce que toi aussi ça t'a interpellé ou... Oui, bien sûr. Puis pendant toute la première partie du film, on nous expose que c'est un monde, l'Oasis c'est très très grand, on peut jouer depuis le monde entier, et forcément il fallait que toute la team du héros habite à 20 mètres chacun l'un de l'autre. Ils sont voisins, ils sont pas amis, ils sont voisins pendant le film, c'est limite s'ils ont pas déjà mangé au McDo du coin ensemble. Et il faut préciser que le héros d'ailleurs est anti-clan, anti-clanique,
alors que finalement tu te doutes bien que cet avis va vite changer de par les circonstances. Ça aussi c'est très prévisible. Moi c'est ça qui m'a gêné dans ce film. Le film est extraordinaire d'un point de vue visuel, extraordinaire dans l'action, dans l'effet spéciaux, dans l'aventure. Mais pardon, quand il s'agit d'humaniser les personnages, c'est une catastrophe, comme l'illustre si bien L'Amourette, avec cette héroïne interprétée par Olivia Cooke, Artemis, et c'est Olivia Cooke dans le film. Et voilà, que penser de cette histoire d'amour? Oh, mais avec Spielberg, je savais qu'il y aurait une petite histoire d'amour, des moments où les rôles principaux sont joués par un homme et une femme. Mais c'est vrai que là, ça vient de nulle part. Il la connaît depuis 5 minutes, qu'il est déjà des yeux de merlan frit, totalement ébahi par sa beauté, du moins la beauté de son avatar. L'avatar. Parce que c'est ce qui met un frein à l'histoire d'amour, c'est le fait qu'on ne se connaît pas dans la vie réelle. Vous êtes voisins, mais vous ne vous connaissez pas. Elle n'est pas là juste pour faire jolie plante, d'ailleurs, Artemis. Hein. Elle est badass. Elle a un vrai rôle, oui, clairement. Son caractère. J'aime bien d'ailleurs comment elle le remballe. Hein. Elle lui dit non, mais tu me connais pas, tu connais rien de ma vie, tu sais pas à quel point j'ai galéré, etc. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle le renvoie dans les cordes comme ça. Maintenant, l'histoire d'amour, on s'en passerait quelque part. Il est trop naïf. Je pense qu'il est anti-clan parce qu'il en a jamais trouvé un pour lui. Enfin, il est anti-clan, solitaire. Il a des amis. C'est ça. Et il l'aime en plus dans la vie réelle, malgré, on peut le dire, hein, c'est pas un gros spoiler, malgré son apparence physique. En fait, elle est marquée par une tache de naissance beaucoup plus imposante qu'une tache de vin d'un Jean-Luc Reichmann, mais c'est ça. Bon, oui. C'est elle Kratos pour le coup. Voilà, ça c'est fait. Elle est habillée pour l'hiver, notre pauvre interprète d'Artemis. Moi, en voyant ce film, ça m'a rappelé 2 choses. Alors, il y a une référence moins flatteuse et une plus flatteuse. La moins flatteuse, c'est Valérian. La cité Valérian, justement, pour la relation entre les 2 héros. Ty Sheridan et Olivia Cooke dans le film. Je t'aime moi non plus. C'est ça, qui jalonne tout le film et dont on se passerait. Et une autre référence qui va plus te parler, c'est Les Mondes de Ralph. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'amener aussi intelligemment de la pop culture. Là, en l'occurrence, c'était vraiment les jeux vidéo, puisqu'on avait Bowser, on avait Sonic, c'est un super film d'animation, Les Mondes de Ralph, que je vous conseille. Et est-ce que toi, tu as d'autres références comme ça de films pop culture qui sont venus quand tu as vu Ready Player One? Je vais d'abord parler de Valérian. Je trouve que c'est pas tellement un mauvais exemple, parce que Valérian, c'était quand même un univers très beau. Et c'était très vide. Et ce que fait à merveille Ready Player One, c'est de combler le vide d'un univers très beau avec de la pop culture et une histoire qui nous fait traverser tout le monde. Pas juste le traverser juste pour une quête banale, mais le traverser pour en comprendre tous les fondements. Et pour reprendre Les Mondes de Ralph, oui, c'est vrai qu'avec le côté des méchants, le côté de mettre de mettre plein de personnages de jeux vidéo dans le film, c'est une très bonne idée. Moi, ça me fait aussi penser à Pixel, parce que je trouve que Ready Player One fait ce que Pixel n'arrivait pas à faire. C'était avec Adam Sandler. Ouais, c'est ça. À savoir que Pixel essayait de mettre le jeu vidéo comme menace dans un monde réel, donc un message très négatif, je trouve, sur le jeu vidéo. Et Ready Player One embrasse totalement cette culture, parce que je pense que le jeu vidéo maintenant c'est ancré dans le fondement, comme le cinéma. Ah oui, c'est vraiment l'un des produits culturels qui se vend le plus dans le monde d'ailleurs. Oui, clairement. Et donc je pense que Spielberg voulait mettre un regard bienveillant sur le jeu vidéo et montrer que ça pouvait être une fin en soi, parce que le jeu vidéo, c'est ce qui permet au héros de réussir sa quête au final, d'être un personnage qui a une évolution et d'en finir avec tout ce qu'il n'a pas au début, à savoir des amis. Il est pauvre au début, il finit par s'en sortir financièrement, etc. Donc pour moi, il réussit ce que Pixel n'a pas réussi à faire. D'ailleurs, tu dis qu'il s'en sort financièrement, il pleut des sous, puisque quand on meurt, c'est une nuée de pièces qui explose en fait, littéralement quand l'avatar meurt en tout cas. Parmi les dernières questions que je voulais te poser, toi, c'est quoi les références qui t'ont marqué dans le film, justement? Les références qui m'ont marqué. Et est-ce que Spielberg, il n'est pas geek quelque part en faisant ce genre de film? Steven Spielberg, oui, je pense que c'est un des réalisateurs les plus geeks du moment. À savoir qu'il a fait un jeu vidéo sur Wii, une sorte de Space Invader avec des blocs. Un mélange entre Minecraft et Space Invader, si vous voulez essayer. Et les références qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Je vais pas toutes les énoncer parce que je voudrais éviter de spoiler. Mais celles qui m'ont le plus marqué sont celles qui, justement, n'étaient pas intrusives. Celles qui étaient là, mais qui auraient tellement pu être autre chose. Je pense au géant de fer qui aurait pu être un géant mécanique, mais qui au final remplit totalement sa part. Ou la DeLorean, c'est juste un
un skin mis sur une voiture lambda. On remonte pas le temps avec. C'est ça, c'est juste C'est une ça. voiture de course. Et plein d'autres artefacts qui, si on connaît la référence, ajoutent quelque chose, mais si on ne la connaît pas, ne sont que des objets utiles. Je pense au cube de Zemeckis ou d'autres. Donc je trouve que le film s'ouvre sur un public plus grand que ce que je pensais de base. Avant d'aller voir le film, je pensais que le côté nostalgique fermerait le film à ceux qui n'y connaissent rien, à savoir la nouvelle génération, sans vouloir être méchant. Et au final, non, parce que si on n'a pas la référence, l'objet est suffisamment utile et suffisamment bien montré pour qu'on le comprenne. Et c'est le gros point fort du film. On est loin de Cars et de cette nostalgie des courses automobiles des années 60-70. C'est exactement ça. Justement, quelques références, on peut le dire, un passage Shining qui va marquer les esprits, je pense. Plus que ça, je pense. Il n'y a pas de zombies dans Shining, ouais, vous verrez. Ça, cette réplique, elle est culte. Et puis, c'est marrant, tu cites Le Géant de Fer, je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. J'aime profondément ce film d'animation. C'était réalisé par Brad Bird, c'était le futur réalisateur des Indestructibles ensuite, et qui est vraiment touchant au possible, et ça n'a pas marché. Ça a été un bide au cinéma complètement, et je trouve ça génial qu'il devienne une figure de proue du dernier Spielberg. Moi j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça beau. Oui, et au final il lui rend ses lettres de noblesse, parce que il a, sans spoiler, il a presque le même rôle que dans Le Géant de Fer. Il y a une analogie qui se crée, et je pense que certaines personnes seront... ils vont vraiment aimer ce personnage, et du coup ça peut aussi permettre à la nouvelle génération de connaître des œuvres qu'ils ne connaissaient pas avant ce film, à savoir Le Géant de Fer ou Retour vers le futur. Il faut aller le mater. Si Brad Bird est rentré chez Disney, c'est grâce à ce film-là, et c'est pas un hasard. 2 mots juste. Comédien, Taïchi Aidan, comment il s'en sort, en gros? Convaincant ou... Il fait le taf. Ouais. Il est pas transcendant. Je trouve aussi. Il fait ce qu'il doit faire. Point. Ouais, point. Et ça aurait pu être un autre, finalement, même sans... Allez voir aussi un film avec lui qui est Mud, qui est génial, où vraiment il est extraordinaire. Dernière question classique, où placer ce film dans la filmographie de Spielberg? Est-ce que ça fait partie des moins bons, des meilleurs, ou des films moyens? Ça fait partie de ses meilleurs, mais il faut savoir que pour moi Spielberg il a 2 grosses filmographies, à savoir les films très très sérieux, où je placerai La Liste de Schindler, etc. Et les films un peu plus enfantins, si je puis dire, avec des enfants héros, comme Tintin pour moi, et Jurassic Park. Moi je le mettrais juste en dessous de Jurassic Park, pour en dire 2. D'accord. Mais je pense que son statut culte, il l'aura avec le temps. Il l'acquérira avec le temps. Bien sûr. De toute façon, dès qu'on meurt, on devient une légende. Donc Oui, le plus tard possible, bien sûr. C'est ça, il suffit de voir l'idée dans le film. Ça s'appelle Ready Player One, c'est en salle depuis le 28 mars dernier, et on vous le recommande chaudement, vous l'aurez compris. C'est ainsi que s'achève ce 13e numéro de Parole de Cinéphile. Merci à mon chroniqueur du jour, Victor, critique cinéma sur le site senscritique.com. Pas de souci. Un grand merci à l'équipe du Frame Club qui a permis la réalisation de ce podcast. Merci. Sachez que l'émission que vous venez d'entendre peut être réécoutée et podcastée sur YouTube et Mixcloud. Je vous invite chaudement à liker la page Facebook du Frame Club. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons moments de cinéma et je vous dis à très bientôt. Ciao.